Le problème est en cours et la plupart des motards n'en mesurent pas encore la gravité. Près de 2 millions de motos, neuves, d'occasion et saisies confondues, sont déversées sur un marché saturé. Les annonces de motos d'occasion s'accumulent, les prix aux enchères s'effondrent et les concessionnaires se retrouvent avec des invendus. Quand le marché est inondé de stocks comme celui-ci, les prix ne fluctuent pas, ils s'effondrent. Cela a un impact sur la valeur de votre moto, sur le prix de reprise proposé par un concessionnaire et même sur la pertinence de la vendre. Regardez jusqu'au bout, car une fois que vous aurez constaté la véritable chute des prix et identifié les motos les plus touchées, vous comprendrez pourquoi les prochains mois sont plus importants que la plupart des motards ne le pensent. Le silence soudain dans les concessions automobiles américaines. Pénétrez dans une concession aujourd'hui, et la première chose qui vous frappera, c'est le silence. Un silence que les motards plus âgés ne connaissent que lors des tempêtes de neige ou des jours fériés, quand tous les magasins de la ville étaient fermés. Sauf que cette fois-ci, nous sommes un samedi après-midi, et le bâtiment semble désert. Des rangées de cruisers et de routières restent immobiles, sous des lumières de showroom qui bourdonnent plus fort que les conversations qui emplissaient autrefois l'endroit. Les comptoirs de vente paraissent abandonnés, avec des stylos soigneusement rangés, mais personne derrière. L'écho de vos propres pas semble déplacé dans une pièce qui vibrait jadis des voix fortes, des poignées de main et du claquement du démarreur qui lance un gros bicylindre en V. Avant, les motards se retrouvaient dans ces boutiques, juste pour discuter, pour débattre du meilleur pneu pour une longue traversée des montagnes, ou comparer de vieux réglages de carburateurs des années 70. On sentait l'énergie vibrer dans ces lieux. Mais maintenant, le personnel traîne près de l'entrée, sirotant un café, jetant un coup d'œil à la porte toutes les quelques minutes, espérant qu'un client entre. Même l'air y est vicié, comme dans une pièce qui attend quelque chose qui ne viendra jamais. Un motard chevronné, qui entre aujourd'hui, n'a pas besoin d'un titre à sensation pour savoir que quelque chose cloche. Il le sent. Et ce malaise s'est accentué lorsqu'une découverte stupéfiante a été faite. La découverte de 2 millions de motos immobilisées. Ce qui n'était au départ que de discrètes spéculations dans quelques concessions, s'est transformé en un véritable séisme pour le monde de la moto, lorsque les premiers chiffres du secteur ont révélé une réalité inattendue. Partout au pays, entassés dans les showrooms, entassés sur les parkings, stockés dans les entrepôts et figurant dans les petites annonces, un total stupéfiant est apparu. Près de 2 millions de motos étaient restées invendues. Ni conduites, ni vendues, ni même négociées. Elles attendaient, tout simplement, des acheteurs qui ne se sont jamais manifestés. Cette révélation n'a pas fait l'objet d'une annonce fracassante. Elle s'est faite par bribes. Un distributeur a évoqué une baisse des ventes. Un réseau de vente de vélos d'occasion a signalé une augmentation anormale des annonces. Des transporteurs ont constaté que des palettes égarées étaient redirigées vers des entrepôts déjà saturés. Lorsque ces informations ont finalement été rassemblées, le chiffre total semblait irréel. Et pourtant, chaque magasin aux États-Unis semblait le confirmer discrètement. Les motards qui fréquentent encore leurs concessionnaires locaux ont commencé à remarquer des motos restées au même endroit pendant des mois. Les étiquettes de couleur se décoloraient au soleil. Les rétroviseurs étaient recouverts d'une fine couche de poussière. Quelques motos arboraient même encore les étiquettes de prix de pré-saison de l'année précédente. Il ne s'agissait pas d'un simple afflux, mais d'une accumulation si massive que même les professionnels les plus aguerris du secteur avaient du mal à la comprendre. 2 millions de motos à l'arrêt. Et l'impact de cette découverte est devenu impossible à ignorer dès que les motards ont jeté un coup d'œil aux rues et aux parkings devant les concessions. Si vous suivez cette analyse et souhaitez connaître la vérité sur ce qui se passe en temps réel, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. La fréquentation des magasins par les acheteurs diminue partout au pays. Les week-ends étaient autrefois le cœur battant de la culture moto américaine. Les motards affluaient en ville, faisaient la queue devant les concessions, flânaient dans les allées et comparaient leurs machines comme on compare des souvenirs de vieux albums photos. Mais ces derniers temps, les lieux de rassemblement des motards semblent étrangement vides. Les parkings qui débordaient de routières et de cruisers patinés par le temps ressemblent désormais à des aires de stationnement désaffectées. Quelques camions y passent encore de temps à autre, mais le flot continu de motards qui franchissaient autrefois ces portes a quasiment disparu. D'un état à l'autre, les gérants admettent à voix basse n'avoir jamais vu une fréquentation aussi faible. Ni pendant les hivers calmes, ni lors des flambées des prix du carburant, ni même pendant les récessions passées. Des matinées entières s'écoulent sans qu'un seul visiteur ne franchisse le seuil de la salle d'exposition. Les après-midi passent dans le silence, hormis le bruit des climatiseurs et le cliquetis lointain des ateliers. Un lieu autrefois vibrant d'activité semble désormais figé, comme s'il attendait une foule égarée. Même par temps idéal pour rouler, les entrées des concessions restent désertes. On ressent presque l'absence. Plus de bruit de jugulaires de casques qui se détachent. Plus de discussions sur les finitions chromées. Plus de plaisanteries sur le fait que les essais moto ne servent qu'à jeter un coup d'œil.
Le va-et-vient incessant des motards s'est estompé partout au pays. Et dans les magasins, ce silence a poussé les concessionnaires à agir de manière inattendue. Les vrais motards savent que le confort et la maîtrise commencent bien avant le premier kilomètre. Vos équipements et accessoires sont disponibles ci-dessous. Les premiers signes de panique chez les concessionnaires. Les premiers signes étaient discrets, presque imperceptibles. Une banderole annonçant une légère réduction, une promotion prolongée d'1 semaine. Un vendeur évoquant une offre qui semblait un peu trop alléchante. Mais au fil des semaines, ces ajustements discrets ont pris une tournure bien plus révélatrice. Les concessionnaires, qui affichaient auparavant leur assurance, ont commencé à modifier leur discours, à adoucir leurs arguments et à manifester une urgence rarement vue par les motards. Les salles d'exposition, d'ordinaire si soucieuses de préserver leurs marges, affichaient soudain des pancartes promettant des avantages inédits. Les modèles d'exposition arboraient des étiquettes fraîchement imprimées annonçant des réductions spectaculaires. Les vendeurs, qui auparavant guidaient les clients avec une expertise inébranlable, se montraient désormais d'un zèle inhabituel, proposant avantages et options supplémentaires à une vitesse surprenante. On pouvait percevoir dans leur voix un mélange d'espoir, de pression et le poids des invendus qui pesaient sur eux. Certains concessionnaires ont réaménagé l'intégralité de leur surface de vente pour donner l'illusion d'une clientèle plus nombreuse. D'autres ont prolongé leurs horaires d'ouverture, anticipant un afflux qui ne s'est jamais concrétisé. Quelques-uns ont même organisé des événements de dernière minute, espérant relancer l'intérêt avec du café, des beignets ou des balades en voitures anciennes. Mais le changement était indéniable. Le professionnalisme serein qui caractérisait les concessions automobiles établies laissait place à une atmosphère tendue, pressante, comme si le secteur était en pleine mutation. Les parieurs n'avaient les besoins ni de tableurs, ni de prévisions pour pressentir l'avenir. Il leur suffisait d'observer le comportement des vendeurs lorsque le calme régnait trop longtemps à la criée. Et ce n'était que le début. Le premier soubresaut avant que la suite ne révèle toute la complexité de la situation. La salle des ventes, là où les vrais prix se révèlent. Si vous voulez vraiment connaître la valeur d'une moto, ne vous fiez pas à l'étiquette du concessionnaire ni à une annonce en ligne. Allez plutôt à la salle des ventes, où les machines défilent sur le béton sous des projecteurs impitoyables, et où les prix qui comptent sont ceux chuchotés entre les acheteurs. C'est dans ces moments-là que toutes les illusions s'effondrent. Les maisons de vente aux enchères se moquent de l'apparence impeccable de la moto, du prestige de la marque ou de sa valeur sentimentale. Ce qui les intéresse, c'est le prix que le marché est prêt à payer actuellement. Et ces derniers temps, ce prix est bien inférieur aux espérances de nombreux motards. Chaque semaine, des remorques s'entassent devant ces concessions, chargées de cruisers, de routières et de sportives qui, autrefois, se revendaient très cher. Elles arrivent avec une peinture impeccable, un kilométrage raisonnable et un historique qui, il y a quelques années encore, leur aurait valu des offres intéressantes. Mais à mesure que les véhicules arrivent, les enchères se raréfient. Les acheteurs patientent, sachant qu'il n'y a pas lieu de se précipiter quand les arrivages affluent sans cesse. La baisse des prix n'est pas due à l'émotion, mais à une offre trop abondante pour que la patience soit au rendez-vous. Ce que les cavaliers voient affiché à 10 000 $ sur un marché public pourrait se vendre à 6 000 $ aux enchères, et cet écart est au cœur de l'effondrement actuel. Mais les ventes aux enchères ne représentent qu'une partie du problème, car une autre source d'approvisionnement alimente ce flot avec une force implacable. La flambée des opérations de pension et la pression sur les liquidateurs des prêteurs. Lorsqu'un prêt reste impayé trop longtemps, la procédure qui s'ensuit est mécanique, froide et expéditive. Les créanciers suivent le dossier, envoient des mises en demeure, puis finissent par envoyer quelqu'un récupérer la moto. Ces véhicules saisis ne sont ni conservés en vue d'une négociation, ni mis en vente sur le marché. Ils sont considérés comme des actifs à convertir en liquidité le plus rapidement possible. Une fois arrivés sur les parcs de stockage, le compte à rebours est lancé et les créanciers accepteront le montant qui permettra de solder leur bilan le plus rapidement possible. Cette vague de vente n'a pas été sans conséquences. Les camions ont commencé à affluer vers les entrepôts, chargés de motos récupérées dans les garages, les allées et les parkings d'immeubles. Les motos elles-mêmes ne disent rien, mais les rangées empilées en disent long. Les organismes de crédit ne veulent pas stocker des motos pendant des mois. Ils veulent s'en débarrasser, et la seule solution efficace est de les vendre aux enchères, où les volumes s'écoulent rapidement. Ces motos sont mises en vente sans cérémonie, sans attachement émotionnel, sans aucune tentative de préserver leur valeur. Elles sont là pour être liquidées. À mesure que les saisies augmentent, les acheteurs aux enchères deviennent encore plus prudents et ajustent discrètement leurs offres à la baisse, sachant que d'autres véhicules vont arriver. Cette réaction en chaîne est implacable et ne connaît aucune négociation. Elle ne fait qu'alimenter un système déjà saturé, avec davantage de motos. Pourtant, les saisies immobilières n'étaient même pas la seule vague à remodeler le marché, car un autre groupe a commencé à vendre pour des raisons totalement différentes. Les petites annonces inondées par la pandémie. Durant la pandémie, de nombreuses personnes qui n'avaient jamais possédé de moto ont décidé de s'y essayer.
Les routes dégagées, la diminution des obligations et l'engouement pour les activités de plein air ont rendu la moto attrayante. Les concessionnaires étaient en rupture de stock des modèles les plus populaires. Les petites annonces se sont raréfiées, les nouveaux motards achetant des machines en nombre record. Mais l'enthousiasme suscité par des circonstances exceptionnelles s'estompe souvent avec le retour à la normale. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Une fois le rythme de vie revenu à la normale, les motards occasionnels se rendirent compte qu'ils utilisaient à peine leur nouvelle machine. Les factures d'assurance leur paraissaient superflues. Les rappels d'entretien, une corvée. Nombre d'entre eux, tout simplement, perdirent tout intérêt. Ils firent donc comme tout le monde, avec un jouet sous-utilisé qui encombre le garage. Ils le mirent en vente. Au début, la hausse fut à peine perceptible, une légère augmentation des annonces d'occasion. Mais lorsque la tendance devint évidente, le nombre de particuliers cherchant à se débarrasser de leur moto avait explosé. Ces vendeurs ne cherchaient pas à casser les prix du marché. Ils voulaient simplement écouler leurs biens. Pourtant, chaque nouvelle annonce affichant un prix raisonnable faisait grimper l'offre globale. Multipliez cela par des milliers de biens à travers le pays, et le marché de l'occasion a explosé, dépassant largement les capacités d'absorption de la demande habituelle. Et au moment même où cette vague prenait de l'ampleur, les schémas de timing auxquels les surfeurs se fiaient depuis des décennies commencèrent à se désagréger. Analyse des tendances saisonnières des prix des motos. De mémoire d'homme, le marché de la moto suivait un rythme prévisible. Le printemps était synonyme d'effervescence et de hausse des prix. L'été maintenait une forte demande. L'automne entraînait de légères baisses. L'hiver offrait des opportunités aux plus patients. Ces cycles, aussi familiers que les saisons elles-mêmes, permettaient aux acheteurs et aux vendeurs d'anticiper leurs transactions avec sérénité. Mais aujourd'hui, ce rythme s'est rompu et le marché ne se comporte plus de manière prévisible. Le printemps était autrefois synonyme d'effervescence dans les magasins, d'une forte activité sur le marché des motos entre particuliers et d'une hausse naturelle des prix. Pourtant, cette année, le printemps est arrivé sans le moindre élan. Des motos qui auraient dû se vendre en un week-end sont restées invendues. L'été n'a apporté aucun soulagement, l'intérêt restant stable au lieu de progresser. Même les régions réputées pour leur forte pratique saisonnière du vélo n'ont enregistré aucune augmentation significative de la demande. Les règles qui avaient guidé des générations de motards se sont soudainement avérées inefficaces. À l'automne, il devint évident que le cycle ne s'était pas seulement décalé, mais s'était complètement effondré. Les prix ne réagissaient plus aux températures plus clémentes, aux longs week-ends ou aux événements régionaux. Ils baissaient inexorablement mois après mois, déconnectés des signaux saisonniers auxquels les cyclistes se fiaient depuis des décennies. Même l'hiver ne se comportait pas comme une période de solde traditionnelle, car les stocks étaient déjà si importants, que les réductions apparaissaient davantage comme des symptômes que comme des opportunités. L'influence du calendrier s'est affaiblie, laissant le marché évoluer sans son rythme habituel ni ses repères habituels. Et maintenant que les mécanismes sont dévoilés, les conséquences plus profondes commencent à se dessiner dans le suivant. Des cyclistes piégés par des prêts à taux d'intérêt inférieurs à la valeur de leurs biens. Partout au pays, les motards découvrent une dure réalité lorsqu'ils évaluent la valeur réelle de leur machine. Une moto qui symbolisait autrefois un investissement dans la liberté se retrouve désormais du mauvais côté de la balance. Les propriétaires qui ont financé leur moto à un prix élevé constatent soudainement que celle-ci vaut bien moins que le solde restant dû sur leur prêt. Une routière achetée 30 000 $ pourrait maintenant être estimée à environ 20 000 $. Mais le solde restant dû, lui, ne diminue pas. C'est une situation qui pèse lourdement sur le budget du motard, comme un étau qui se resserre lentement. On ne saurait sous-estimer le poids émotionnel de cette situation. Les motards sont fiers de leur machine. Nombre d'entre eux ont économisé pendant des années avant de signer les papiers. D'autres ont revendu leurs anciennes motos et ajouté de l'argent pour s'offrir le modèle de leurs rêves. À présent, ils se retrouvent face à des soldes qui leur paraissent excessivement élevés par rapport aux conditions actuelles du marché. Et lorsqu'ils envisagent de revendre, le calcul devient encore plus décourageant. La plupart ne parviennent pas à récupérer leur investissement. Certains se retrouveraient avec une dette de plusieurs milliers d'euros après la vente. Et rares sont ceux qui sont prêts à subir une telle perte. Même ceux qui comptaient passer à un modèle supérieur se retrouvent bloqués, incapables de déménager sans subir un lourd préjudice financier. La machine qui symbolisait jadis la liberté complique désormais leurs options. Et tandis que les cyclistes subissent des pressions personnelles, les entreprises qui les approvisionnent et les entretiennent voient également leur propre pression s'accroître. Avant d'aborder la dernière ligne droite, prenez un instant pour vous abonner. En restant connecté, vous ne manquerez aucune mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
plus vous en saurez, mieux vous serez préparé lorsque la prochaine vague déferlera sur le marché. Pression sur les concessionnaires et compression des entreprises locales. Dans de nombreuses concessions, la tension est palpable. Les coûts de stockage s'accumulent mois après mois, les invendus envahissant les rayons et les réserves. Chaque moto sur le parc représente des frais d'assurance, d'intérêt et de stockage qui ne s'arrêtent pas simplement parce que les clients se font rares. Les employés qui géraient auparavant un flux constant d'acheteurs arpentent désormais le hall d'exposition ou se consacrent à l'entretien, une tâche autrefois réservée aux heures creuses. La masse salariale pèse lourd lorsque le chiffre d'affaires diminue et certains ateliers réduisent les horaires ou les heures supplémentaires pour survivre. Les ateliers de réparation, piliers traditionnels de nombreuses concessions locales, subissent eux aussi les conséquences de cette situation. Le report des mises à niveau et de l'entretien par les clients réduit le volume d'activité des techniciens. Les petits achats de pièces détachées diminuent. Les accessoires, qui se vendaient autrefois rapidement, prennent la poussière sur des étagères coûteuses à stocker et à entretenir. Ce ralentissement érode le système interconnecté qui soutient le fonctionnement des concessions et les tensions se font de plus en plus sentir. Certains propriétaires discutent discrètement d'une restructuration des rôles ou d'une réduction des commandes de stock. D'autres se demandent si leurs commerces familiaux, bâtis sur des décennies de relations avec la communauté, pourront survivre à une nouvelle saison comme celle-ci. La pression n'est pas ostensible, mais elle est implacable et bouleverse le rythme quotidien de l'activité. Et derrière ces difficultés financières se cache un changement encore plus profond qui redéfinit l'identité même du motocyclisme en Amérique. Le gouffre démographique qui redessine le paysage motocycliste américain. Pendant des générations, les motards au long cours ont été le cœur battant du motocyclisme américain. Ils sillonnaient les routes lors de leurs virées à travers le pays, de leurs rassemblements de fin de semaine et des visites régulières chez les concessionnaires. Nombre d'entre eux ont aujourd'hui entre 60 et 70 ans, forts de décennies d'histoire, de savoir-faire et de kilomètres parcourus. Mais l'âge a son emprise. Certains roulent moins, d'autres arrêtent complètement. Et la vague de jeunes motards nécessaire pour les remplacer ne s'est pas encore manifestée avec la même ampleur. Les jeunes générations apprécient toujours les motos, mais leur approche de ce mode de vie est différente. Pour beaucoup, la moto n'est ni un élément déterminant de leur identité, ni un engagement à long terme. Des intérêts concurrents, des priorités économiques changeantes et un manque d'initiation à la mécanique pendant l'adolescence contribuent à réduire le nombre de nouveaux adeptes de cette culture. Lorsque moins de nouveaux motards adoptent ce mode de vie, la communauté se contracte discrètement. Les événements organisés par les concessionnaires semblent moins importants. Les sorties en groupe se font plus rares. Les clubs, autrefois florissants, redoublent d'efforts pour recruter. Ce changement démographique ne se limite pas aux chiffres. Il influence l'atmosphère de toute une culture. Le langage commun des motards plus âgés, récits de légendes des moteurs de temps, de réparation en bord de route et d'endurance au long cours, ne trouve pas le même écho auprès des jeunes. Il en résulte un carrefour culturel où les traditions bâties au fil des décennies sont menacées. Et tandis que les motards s'adaptent, les entreprises qui fabriquent ces machines doivent faire face à des défis considérables qui leur sont propres. Conséquence pour l'image de marque des principaux fabricants. Les grands constructeurs, habitués depuis longtemps à des cycles de demande prévisibles, doivent désormais revoir leurs prévisions. Harley-Davidson, Honda, Indian, Yamaha, Kawasaki et Suzuki réévaluent toutes leurs stratégies face à l'évolution du marché. Les réductions de livraison sont annoncées dans les rapports trimestriels. Les calendriers de production, autrefois stables, sont désormais revus à la baisse pour s'adapter au ralentissement de l'activité commerciale. Les prévisions, qui tablaient auparavant sur une reprise optimiste, adoptent un ton plus prudent, les entreprises se préparant à un avenir incertain. Les usines réagissent en réduisant leur production, en retardant le renouvellement des modèles ou en réaffectant leurs ressources aux segments qui restent stables. Certaines marques explorent des versions mises à jour de leurs modèles phares, tandis que d'autres limitent les variations pour maîtriser les coûts de production. Au fil du temps, ces décisions influencent l'offre présentée aux clients en concession. Un choix de couleurs plus restreint, des stocks plus limités pour certaines finitions et des modifications subtiles de la gamme témoignent des ajustements opérés en coulisses. Même les opérations à l'étranger liées à la demande américaine en subissent les répercussions. Les fournisseurs, habitués à des commandes régulières, doivent désormais gérer des cadences réduites. Les réseaux de distribution revoient leurs prévisions à la baisse. Les services marketing privilégient les campagnes axées sur la valeur ajoutée plutôt que les messages marketing généralistes. Chaque maillon de la chaîne organisationnelle s'adapte à ce nouvel environnement. Les constructeurs reconnaissent que la situation actuelle n'est pas une fluctuation passagère, mais un défi structurel qui exige une réorientation stratégique. Leurs réponses façonneront la disponibilité, la variété et l'orientation du marché des motos pour les années à venir. Et face à ces conséquences qui se répercutent sur les motards, les concessionnaires et les marques,
le paysage économique et culturel au sens large devient le prochain champ d'étude à explorer. Impact sur les usines, les travailleurs et les fournisseurs de pièces. Dans les villes industrielles, le ralentissement de la demande de motos commence à se faire sentir dans les usines qui tournaient autrefois à plein régime. Les chaînes de montage, qui fonctionnaient avec régularité, tournent désormais au ralenti, ou restent à l'arrêt pendant de plus longues périodes entre les équipes. Les travailleurs, habitués à des horaires fixes, sont confrontés à des réductions de salaire, des horaires raccourcis ou des mises en chômage partiel. Les entreprises réorganisant leur production. Pour de nombreuses communautés bâties autour de ces usines, le bruit des machines qui s'arrêtent est source d'inquiétude, car l'usine est bien plus qu'un simple lieu de travail. Elle est un pilier de la stabilité régionale. Les fournisseurs de pièces détachées subissent la même pression. Lorsque les fabricants commandent moins de composants, les petites et moyennes entreprises qui fournissent tout, des pièces de freinage aux faisceaux de câbles, se retrouvent soudainement confrontées à une baisse de volume. Certains fournisseurs tentent de diversifier leurs contrats, tandis que d'autres réduisent leurs effectifs ou suspendent leurs projets d'expansion. Les économies locales, qui dépendaient d'une production à grande échelle, absorbent le choc de manière subtile mais constante. Les restaurants, les quincailleries et les entreprises de services situées à proximité de ces usines constatent une baisse d'activité. L'écosystème industriel, qui soutient la production de motos, a toujours reposé sur une demande constante. Lorsque ce cycle s'affaiblit, l'impact se propage à des régions entières, affectant les travailleurs, leurs familles et les réseaux d'approvisionnement établis de longue date. Et tandis que ces répercussions économiques perturbent les industries locales, la sphère politique commence à réagir à ce contexte changeant. Répercussions politiques et réglementaires de l'effondrement. Le net recul de l'activité motocycliste a attiré l'attention des décideurs politiques, qui suivent de près la contribution des industries de consommation aux recettes fiscales des États et du gouvernement fédéral. Avec la diminution du nombre de motos immatriculées, réparées ou assurées, les États constatent une baisse progressive des recettes fiscales liées aux ventes de véhicules, aux frais d'immatriculation et aux transactions connexes. Ces baisses, prises individuellement, ne sont pas catastrophiques, mais elles deviennent significatives lorsqu'elles sont cumulées à l'échelle de plusieurs régions. De ce fait, les responsables étatiques prennent de plus en plus conscience des signes de fragilité d'une importante source de revenus. Les autorités de réglementation des assurances suivent de près l'évolution de la situation, car la fluctuation des valeurs de revente les oblige à revoir en profondeur les formules de souscription et suscite des appels à la normalisation des rapports. Les comités de surveillance des prêts étudient le comportement des financements en situation de crise et envisagent de durcir les critères d'approbation ou de mettre à jour les informations à fournir. Au niveau fédéral, les législateurs demandent des analyses aux experts afin d'évaluer les répercussions économiques plus larges. Aucune loi d'envergure n'a encore été adoptée, mais les bases des futures enquêtes se dessinent clairement à mesure que les perturbations attirent l'attention. Tandis que les décideurs politiques nationaux évaluent la situation, l'économie mondiale de la moto traverse sa propre période d'ajustement. Comment l'économie mondiale de la moto réagit ? Partout dans le monde, l'industrie de la moto s'adapte au ralentissement américain avec une prudence stratégique. Au Japon, les principaux constructeurs revoient leurs prévisions de production à long terme et ajustent leur production afin de maintenir l'équilibre de l'offre internationale. Ils affinent leur gamme, privilégient leurs modèles phares et réorientent certaines productions vers les marchés où la demande reste stable. Ces entreprises ont déjà su gérer des situations similaires et leur approche témoigne d'une réévaluation progressive et méthodique plutôt que d'une réaction abrupte. Les constructeurs européens adoptent une approche différente, étudiant l'impact potentiel du ralentissement économique américain sur les segments du tourisme et de la performance à l'étranger. Certains envisagent des mises à jour ciblées de leurs gammes existantes, tandis que d'autres se concentrent sur le perfectionnement de modèles spécialisés destinés à des communautés de niche. L'objectif est de préserver l'identité de chaque marque, tout en se positionnant avantageusement face à l'évolution de la demande mondiale. Les fournisseurs qui accompagnent ces marques adaptent leur planning en conséquence, en coordination avec les usines, afin de garantir une production efficace sans surstockage. Dans les régions où la moto demeure un moyen de transport quotidien indispensable, les constructeurs suivent de près l'évolution du marché et s'adaptent sereinement, en ajustant les itinéraires, la distribution et la production en fonction de la demande. L'économie mondiale de la moto se présente ainsi comme une mosaïque de stratégies locales, façonnée par les circonstances et une vision d'avenir. Tandis que les constructeurs et les gouvernements s'adaptent à l'échelle mondiale, les motards individuels font face à un avenir différent, façonné par le pragmatisme, les opportunités et le désir de continuer à rouler. La nouvelle voie à suivre pour les motards. Pour les motards qui envisagent la prochaine décennie, l'avenir s'annonce à la fois prometteur et stimulant. L'incertitude qui plane sur la valeur des motos incite à la patience et à la prudence.
Ceux qui souhaitent acquérir une moto pourraient bénéficier de conditions plus favorables à mesure que les cycles de stock s'adaptent et que les vendeurs se montrent plus flexibles. Les motards, qui privilégient les motos à essence traditionnelles, auront toujours accès à un large choix de modèles. Même si la variété risque de se réduire à mesure que les constructeurs rationalisent leur offre. Les modèles restants seront probablement plus ciblés, plus aboutis et conçus avec un objectif plus précis. Vendre une moto exige une approche différente. Les motards qui souhaitent s'en séparer peuvent choisir d'attendre une certaine stabilité ou d'accepter que la valeur d'une moto ne se mesure pas uniquement à sa valeur marchande. Nombreux sont ceux qui choisissent de préserver et d'entretenir leur machine, misant sur sa longévité plutôt que sur son remplacement. Cette approche renforce le lien entre le motard et sa machine, un lien que beaucoup considèrent comme essentiel au plaisir de la moto. Les motards chevronnés façonneront l'avenir en partageant leurs connaissances, leurs récits et leur expérience. La route évoluera peut-être, mais elle offrira toujours des matins paisibles et de longs instants de liberté à tous ceux qui continuent d'avancer. L'avenir se construira par une adaptation constante et des choix réfléchis, transformant ce déclin, loin d'être un simple phénomène statistique, en un moment décisif pour la prochaine ère du motocyclisme. Les anciennes règles ne s'appliquent plus, et les motards informés feront de meilleurs choix que les autres. Faites-nous savoir quelles motos sont disponibles ou en vente dans votre région en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle profite à d'autres motards. Abonnez-vous à notre chaîne, car nous suivons de près l'évolution du marché, des concessionnaires et des baisses de prix pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu.